Bonjour à vous. Je n'étais pas certaine de vouloir faire une vidéo aujourd'hui. On est presque à la veille du jour de l'an, mais j'ai vu que la vidéo précédente, celle que j'ai faite le 23 décembre, elle n'a pas beaucoup circulé. Alors, j'en profite pour deux choses. D'abord, vous souhaiter une très bonne année, la meilleure qui soit, celle que vous désirez, celle que votre cœur désire. Puis aussi, vous inviter, si vous ne l'avez pas vue, à visionner la vidéo du 23 décembre qui contient beaucoup d'informations. Puis entre autres, des informations avec lesquelles je vais faire des liens aujourd'hui. Donc, je crois que la vidéo d'aujourd'hui va être assez courte, j'espère. Je commence tout de suite avec une entrevue que Stéphane Bureau a donnée, a accordée à la radio. Je l'ai mis là, dans les liens. Des sources que j'ai utilisées pour faire la présente vidéo. C'est une entrevue sur l'omerta au sujet des effets secondaires liés à ce qu'ils appellent la vaccination. Euh, il y aurait plusieurs choses à dire là-dessus, mais essentiellement, ce que je voulais vous partager, c'est mon impression de la position de Stéphane Bureau. D'abord, parler de l'omerta lié aux effets secondaires de la dite vaccination, c'est quelque chose. Dans une station de radio radio de masse, ça donne l'impression que ça avance, c'est-à-dire que les informations circulent plus librement, il y a moins de censure, bon, même s'il y a vraiment du chemin à faire. Mais pour ceux qui ont écouté l'entrevue, vous allez reconnaître que Stéphane, il va vraiment avec des gants blancs. Il répète à plusieurs répétitions que la vaccination, c'est quand même une bonne chose, mais il se questionne. Puis c'est ça, la position qu'il a, ça me donne l'impression que c'est quelqu'un qui sait des choses, comme bien des gens qui sont dans dans un rôle à jouer dans les médias, par exemple, ou sur le plan politique, qui savent des choses, mais qui savent aussi que pour garder leur emploi, il faut qu'ils soient très politiquement corrects et qu'ils adhèrent encore au narratif du gouvernement. Ça montre quand même qu'il y a une évolution. Qu'on qu'on annonce, je dirais, depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on sait que la période qu'on traverse, c'est une forme de transition où il y a eu des événements, il y a eu une vaccination de masse. Certains d'entre nous, on savait que cette vaccination, ben, c'était pas légitime, c'est-à-dire qu'on va jamais, sur le plan de la science, en tout cas, on va jamais vacciner avec un produit qui n'a pas été testé. Et c'est ce qui arrivait, bon, à cause de l'urgence sanitaire, on a permis à cette vaccination mondiale et ça nous semble, du point de vue scientifique, une expérimentation qui a lieu en ce moment. Et ça, c'est pas normal, c'est pas légitime, avec un produit qui n'est pas connu et qui a possiblement des effets. Euh, un produit qui est possiblement dangereux pour la santé. Et c'est donc une période qu'on traverse où il y aura dans le fond, on va savoir ce que sont ces effets-là. Puis là, il faut vivre ça à long terme parce qu'un effet n'est pas nécessairement spontané. C'est un effet à partir du moment où il y a un produit dans notre corps, il y a un effet qui peut se révéler seulement plus tard. Donc, on est dans une période où il y a de l'information qui sort plus rapidement sur les médias sociaux que dans les médias de masse, mais nécessairement, tôt ou tard, ça va sortir dans les médias de masse. Puis, on peut s'attendre à une grande crise. Sur le plan psychologique, en tout cas, c'est certain que si vous apprenez que vous êtes fait injecter un produit qui peut être dangereux parce qu'il a créé des effets secondaires tellement graves chez d'autres personnes qui en sont morts, et que, comme le disait Stéphane Bureau, parce qu'il parle de l'Australie, mais il suppose que cette censure des scientifiques qui ont vu ces effets secondaires advenir
eh bien, ils ont été censurés. Puis ça s'est passé donc en Australie. Je suppose que ça s'est passé dans d'autres pays aussi. On dirait qu'il est poli puis qu'il veut faire attention pour ne pas dire que ça se passe au Canada aussi, comme en France, comme dans d'autres pays. Euh, Bien, cette censure-là, en ce moment, elle a lieu, mais peu à peu, ben, on ne pourra pas arrêter la vérité de ressortir. Je voulais vous parler aussi d'un article que j'ai trouvé génial, que je vous ai mis aussi en lien, et qui parle de l'organisation de ce qu'ils appellent les non-vaccinés durant cette crise, en disant que cette organisation, elle a été mieux gérée que l'organisation gouvernementale qui concerne la vaccination. Bon, c'est une façon de présenter les faits, mais ce que j'ai trouvé captivant, c'est de dire qu'il y a eu des gens qui se sont organisés pour éviter d'être contraints à un produit expérimental qu'ils considéraient comme possiblement dangereux. Il y a eu toute une organisation, on parle de la France, il y a des gens qui ont produit des certificats de vaccination pour leur permettre de faire leurs activités quotidiennes. Et parfois, c'était dans des situations très importantes où il y avait un choix à faire. Utiliser un certificat, un faux certificat, ou se retrouver dans l'impossibilité d'aller voir leurs parents, par exemple, ou l'impossibilité de travailler pour gagner ce qu'il faut pour faire vivre sa famille. Toutes sortes de situations importantes. Il y a eu il y a eu des informations qui circulaient au sujet des endroits qui permettaient aux gens qui n'avaient pas de passe verte, par exemple, pour y avoir accès. Il y a eu toutes sortes d'initiatives de l'ordre de la résistance. Puis on commence à parler de ça d'une façon très positive. C'est-à-dire que on peut s'imaginer que dans l'après-guerre, après-crise, on va se mettre à parler de ça plus ouvertement. Et le fait d'en parler dans certains journaux maintenant, puis c'est pas des journaux de masse, là, mais ça peut supposer qu'on est en progression vers ça, qu'on avance dans le temps. Qu'on avance dans le temps par rapport à une évolution positive, de moins de censure, d'une information qui est plus juste, qui est plus vraie aussi, et puis la reconnaissance des réels dangers et des réelles initiatives positives pour éviter ces dangers-là. Je vais vous parler aussi très simplement d'une fête qui est organisée par Daniel Dargy, qui est le président de l'Union des professionnels du Québec, qui travaille tellement fort en ce moment pour dénoncer la détresse des professionnels qui vivent des situations très pénibles en lien avec leur ordre professionnel et qui offre tout simplement aux gens qui sont seuls de passer le 31 décembre avec d'autres, de fêter cette veille du jour de l'an. J'ai vu passer, je termine avec ça. Ça, c'est moins positif. J'ai vu passer un commentaire au sujet du Ciao Bye qui est organisé, qui est préparé, produit par Gilles Belrose et dans lequel je participe, mais bien d'autres aussi. Le commentaire était à l'effet qu'il n'y avait pas une grande représentation des femmes dans cette vidéo. J'ai envie de dire que c'est pas facile de vivre ce qu'on vit en ce moment, de traverser cette période, mais elle va nous apprendre bien des choses. Et l'une des choses qu'elle va nous apprendre, c'est à quitter un monde qui avait des présupposés, qui forçait jusqu'à un certain point les hommes à prendre une place prédominante dans la société. Forçait parce que leur ego reposait là-dessus. Et forçait les femmes, d'un autre côté, à rester plus silencieuses, plus derrière les hommes. Pour toutes sortes de raisons, puis avec des justifications. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas nécessairement normal, sain, de faire en sorte qu'une société soit basée sur
sur une surreprésentation des hommes. Mais je pense qu'il faut se pardonner mutuellement, puis se dire que, bah, tiens, on ouvre les yeux maintenant. Et peut-être que l'ère du Verseau qu'on annonce ou ce nouveau paradigme va reposer davantage sur une représentation féminine. Je le pense sincèrement. Puis pas parce que c'est mieux qu'une représentation masculine, simplement parce qu'on est dans un cycle continuel et que les femmes ont beaucoup à apprendre à la société. Elles ne sont pas parfaites, comme les hommes ne sont pas parfaits non plus, mais je pense que sur un plan politique, par exemple, ou médiatique, ou sur le plan de l'éducation, ou sur le plan de la médecine, les femmes ont de quoi dire, de quoi enseigner, tant sur les connaissances que sur les attitudes à adopter qui nous permettent de vivre plus en harmonie avec soi-même, avec les autres, puis avec la nature. Tout simplement parce qu'on est peut-être rendu là. Je reviens sur un film que j'ai cité dans la vidéo précédente que je vous invite à regarder si ça vous tente, qui s'intitule Ancient Apocalypse. Puis je vous le résume là, sommairement parce que j'en ai parlé justement le 23 décembre. C'est un journaliste scientifique qui fait le tour de ruines à travers le monde qui nous révèle qu'il y aurait eu une population civilisée avant l'époque des cueilleurs-chasseurs, à la suite de l'époque glaciaire. J'en ai parlé abondamment, mais ben, en tout cas, un petit peu. Mais là, je veux revenir sur une idée qui m'a frappée, qui a fait son chemin depuis l'écoute de cette série-là. C'est une hypothèse. En fait, j'en ai deux, là. Il y en a une autre dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Je fais l'hypothèse que les peuples qui vivaient dans la nature avaient des connaissances qu'on a complètement oubliées en étant dans ce qu'on appelle la matrice. Et qui avaient donc, à cause de ces connaissances, aussi des potentiels, des pouvoirs beaucoup plus grands qu'on a présentement. Et ces peuples, ces civilisations évoluées, c'était peut-être en raison, entre autres, en raison de leur connexion avec la nature. Et ça, j'en ai pas beaucoup parlé là, dans la vidéo précédente, mais en connexion avec les astres, ils avaient une connaissance des astres beaucoup plus grande que nous parce qu'ils vivaient, ils vivaient avec ça comme plafond tout le temps. Puis en connexion avec la nature qui est un miracle en soi. Ça, c'est une chose que je voulais vous partager. Je pense qu'on pourrait passer, puis on va peut-être le faire, le passer notre vie à redécouvrir ce potentiel qu'on a oublié, ces capacités, et redécouvrir en termes de connaissances, mais aussi en termes de capacités, les utiliser davantage dans notre vie. On vit une naissance. Pour moi, c'est clair, c'est une naissance ou une renaissance. Mais c'est pas pour dire que c'est nouveau. C'est c'est une renaissance dans le sens qu'on est né souvent dans le cadre de l'histoire de l'humanité, à mon avis. Et on a passé notre temps probablement à oublier et puis redécouvrir ces pouvoirs-là. Quels sont ces pouvoirs-là? J'aime bien partir des événements de mon quotidien pour vous partager mes réflexions. Et je considère que l'observation dans notre quotidien est source de connaissances plus grandes même que les livres qu'on peut lire. Puis même si j'écris moi-même des livres. Alors, cette semaine, j'ai vécu une indigestion. Et puis, j'ai décidé de m'isoler dans ma chambre, dans l'obscurité, puis dans le silence, pour faire l'expérience de cette indigestion. Je sais que ça peut paraître banal, mais dans l'obscurité totale, puis dans le silence, c'était vraiment en connexion avec mon corps
qui guérissait l'infection que je pouvais avoir, là, ce qui se passait dans mon estomac, dans mon foie. J'avais l'impression de pouvoir être à l'écoute du pouvoir guérisseur de mon corps. Et à ce moment-là, j'ai lâché prise complètement et j'ai fait confiance et j'ai vécu une expérience, vraiment une belle expérience. Comment on peut être bien malgré la douleur? Ben, c'est ce que j'ai vécu. Alors, vous avez peut-être vécu ça vous aussi quand vous vous permettez de ne pas tout de suite sauter vers une médication qui anesthésie le mal ou aller à l'hôpital ou faire toutes sortes d'activités qui vous distraient de votre mal, comme d'écouter la télévision, ce que j'aurais pu faire, mais je n'avais pas envie de ça, et qui nous permet de redécouvrir ce qui est là, présent, qui n'est pas quelque chose qu'on va réinventer, là. Le corps guéri. Donc, j'étais là, ça, c'est une chose que je voulais vous parler. Puis une autre chose, c'est que, et c'est ça la deuxième découverte que je fais, ou en tout cas, de réflexion que je fais à la suite de l'écoute du Ancient Apocalypse, c'est fait. Je participais à une discussion durant un repas, puis dans le groupe, il y avait un astrologue, il y avait une autre personne qui était un ingénieur, mais qui connaissait les astres, un autre ingénieur qui s'était spécialisé dans la conscience de l'eau. Il y avait une femme qui soignait aussi par la conscience, toutes sortes de soins énergétiques à partir de l'hypnose, mais bien d'autres choses, d'autres connaissances qu'elle avait. Il y avait une autre personne qui soignait aussi, entre autres sur la base de sa connaissance sur les intestins. Il y avait une artiste, une amie que j'aime beaucoup, qui a la connaissance du bon sens de son cœur aussi. Puis j'étais présente et j'avais le sentiment que la discussion qu'on avait, c'était tellement futuriste. Puis en même temps, comme si c'était quelque chose qu'on revivait. Parce que ce que je leur ai dit, c'est que ce que vous êtes en train de raconter, parce qu'ils m'expliquaient comment ils soignaient ou comment ils accédaient à la connaissance à partir de leur champ, leur discipline, comme les astres. J'avais l'impression qu'ils racontaient la même chose qu'on pouvait raconter quand on est un psychologue qui travaille auprès de clients et qui aide ces personnes-là qui nous consultent à dépasser des crises existentielles. C'était la même chose avec un lexique différent, en parlant de conscience, en parlant d'astre, par exemple. C'est seulement le lexique qui changeait, mais on était dans la même posture d'aider quelqu'un à partir de ce qui est commun à tous, c'est ces fameuses crises existentielles. Et tout ça est en lien avec un questionnement que je porte et que vous portez peut-être à travers cette crise-là, c'est quel est le sens de ma vie? Et je reviens, je mets tout ça en lien, le film que j'ai regardé, la conversation que j'ai, ce qui se passe dans la crise actuelle. Et la réponse qui me vient, c'est tout simplement de contribuer à la vie, comme la nature le fait. C'est pas plus compliqué que ça. Et on s'est compliqué beaucoup l'esprit en supposant que c'est d'obtenir une job prestigieuse, d'avoir des biens matériels qui sont de luxe, par exemple, de participer à un certain nombre de formations qui nous éclairent sur la vie, qui peuvent être bien aussi, mais j'ai l'impression des fois qu'on se complique l'esprit alors que ce serait tellement simple de faire comme la nature nous enseigne et de contribuer à la vie. Pour parler de ça, je reviens sur un petit message que j'ai reçu de Max Lapierre, qui est une personne que je connais pas, mais qui est comme vous, peut-être, qui m'a envoyé des messages et qui me dit, ah, Lucie, tu devrais parler de ce savoir de l'esprit en mettant des majuscules sur savoir et sur esprit. Ce savoir de l'esprit qui est cette petite voix intérieure qu'on a, qui est, comment il écrit ça, qui est cette intuition, la plus haute forme d'intelligence qui fonctionne de façon instantanée et d'une justesse inouïe. C'est ce qu'il a écrit.
Et justement, on vient tout juste de terminer une vidéo avec Philippe, une file Lucie, numéro 8, qui parle de cette intuition. En fait, il y a 3 formes d'intelligence, à mon avis. D'intelligence, quand je parle d'intelligence, de cette connexion directement liée à la nature, qui est probablement ce savoir qu'avaient les civilisations anciennes, cette intelligence du corps qu'on appelle l'instinct, l'intelligence qui est reliée au mental, qui est l'intuition, et l'intelligence du cœur qui est notre émotion, notre émotivité. Puis tout ça, on pourrait appeler ça l'intelligence vibratoire. C'est le nom qu'on donne ou l'expression qu'on utilise dans les filucies. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je pense qu'honnêtement, il n'y a pas grand mot qui peuvent nous permettre de décrire cette expérience. Parce que les mots nous font tomber tout de suite dans l'analytique, la description analytique, alors que ces intuitions, cet instinct, cette émotivité, cette vibration du cœur, elles passent directement de ce qui nous dépasse à nous. Et nous, c'est quoi? Plus ça va, plus on est conscient que, bien sûr, qu'il y a quelque chose de physique, notre corps, mais il y a aussi quelque chose qui reste vivant après la mort, qui est notre esprit, qui est l'âme, la conscience, peu importe le mot qu'on met, puis il n'y a pas de... faut pas tomber, à mon avis, dans la querelle des mots par rapport à ça, parce que ce ne sont que des mots pour parler d'une expérience qui est ressentie, qui est intuitive, qui est sans mots, qui passe pas par notre cerveau analytique. Je me suis questionnée sur la résistance qu'on peut avoir plutôt que l'ouverture aux possibilités. Possibilités, quand je parle de pouvoir, qu'on a oublié que ces civilisations avaient, probablement. Cette résistance qui est liée à la matrice. C'est un terme qu'on utilise, mais pour parler de cette société dans laquelle on est depuis toujours et qui nous enferme et nous empêche d'accéder, qui nous empêche non seulement d'accéder à ce pouvoir-là qu'on aurait, mais même de pouvoir l'envisager, cette résistance-là qu'on a. Alors, c'est là que je reviens de façon plus directe à la série que j'ai écoutée, Ancient Apocalypse. Alors, le journaliste scientifique, il revient souvent en faisant un lien entre les ruines qu'il visite, où il y a des symboles qui restent dans la construction et qui réfèrent à un savoir qu'on ne pouvait pas imaginer quand on pense aux chasseurs-cueilleurs. Et il fait des liens avec ce qu'il appelle des légendes. Puis il met ça entre guillemets parce que il suppose que ce qu'on a appelé des légendes, c'était peut-être vrai. Et entre autres, ces légendes, à travers le monde, réfèrent souvent à un peuple qui viendrait de l'eau et qui enseigne aux chasseurs-cueilleurs leur connaissance. Et là, je me suis dit, waouh, je me suis arrêtée sur cette idée-là. Un peuple qui vient de l'eau. Et là, j'ai fait des liens, puis je ne sais pas jusqu'à quel point vous allez être vous aussi dans la résistance pour entendre ça, jusqu'à quel point moi je le suis aussi en le racontant. Mais j'ai pensé à ces animaux qui ont cette aptitude à vivre dans l'eau et à l'extérieur de l'eau et à cette capacité que des êtres peuvent avoir, des êtres vivants, tout compris, que ces êtres peuvent avoir, d'extraire dans l'eau l'oxygène dont on a besoin pour survivre. Alors, je vous laisse avec cette réflexion-là. Est-ce que notre cerveau ne nous empêche pas en ce moment de concevoir des capacités qu'on aurait? J'en ai aucune idée. Je finis avec ça. C'est Raymond, cette fois-ci, qui m'envoie, merci Raymond, qui m'envoie un texte sur les expériences de mort imminente que je vous ai mis. Un texte auquel j'adhère, mais seulement en partie, vraiment pas beaucoup pour l'instant dans mon évolution, on va dire ça comme ça, mais qui m'aide à faire évoluer ma propre réflexion. Et dans ce texte-là, on dit
que l'une des choses les plus difficiles pour nous, c'est de sortir de la boîte d'information dans laquelle on est né. Une boîte d'information. Et quand on sort de cette boîte-là, puis vous pourrez me partager, si vous voulez, l'expérience que vous avez, ça nous amène justement à des idées, des conceptions, des nouvelles façons d'appréhender la réalité. Par exemple, je vais avec les idées qui me viennent, c'est la Terre est un paradis. C'est comme si depuis toujours, on nous enseigne le paradis, c'est ailleurs. Mais quand on observe la nature, une fleur, une plante, les cycles de la nature, ça me semble, les cycles qui permettent la vie, ça me semble être le paradis. Nous sommes physiques et nous sommes âme ou conscience. On a tendance à oublier que nous sommes âme, comme si toute notre vie, on a mis l'accent sur l'aspect matériel et physique de notre existence, comme si l'âme n'était pas important. Et à ce moment-là, je le dis souvent à la veille de notre mort, si on a la chance de savoir qu'on en a pour quelques jours, bon, c'est une chance qui est relative, ben, on réalise que l'aspect matériel de notre vie n'est pas important. Important plutôt, bon. L'âme ne meurt pas, ou la conscience ne meurt pas. Et dans ce texte, on parle de réincarnation. Ça, c'est la réincarnation. J'en ai aucune idée. Comment je fonctionne, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais je prends connaissance d'informations, puis je regarde, est-ce que je suis ouverte ou pas? Est-ce que ça rentre ou pas? Et j'ai l'impression que l'ouverture qui s'exprime, elle part de là où je suis rendue dans mon évolution. Et en ce qui concerne la réincarnation, il y a des choses qui m'apparaissent claires, qui concernent plus une expérience que j'ai, une petite voix intérieure qui me parle, puis d'autres choses qui ne sont pas encore claires. Une des choses qui est claire, c'est, je vous raconte une anecdote, puis c'est à prendre ou à laisser, mais c'est mon expérience. Et lorsque mes deux parents sont décédés, mon père est décédé il y a un bon bout de temps. Quand il est décédé, peu de temps après, j'ai vraiment eu le sentiment, la sensation qu'il se réincarnait, je vais utiliser ce terme-là, à l'intérieur de l'un de mes frères et à l'intérieur de mon fils. Comme si je voyais mon fils changer un peu, mon frère changer un peu, et je reconnaissais mon père. C'est sûr qu'on peut parler de génétique, de traits de caractère, mais pour moi, il y a quelque chose de substantiellement différent qui se passait à ce moment-là. Substantiellement, ça veut dire que je voyais ce changement-là. Puis peut-être une projection, mais j'ai eu l'impression. Autant que j'ai eu l'impression lorsque mon chien, il y a très, très longtemps, il y a un chien qui était très proche de moi, on vivait tous les deux, tout seul à la campagne. Et puis, quand il est mort, et au moment où il est mort, je ne savais pas qu'il était mort. Il s'est fait tuer par un chasseur et c'est seulement quelques jours après que je l'ai su. Mais à ce moment-là, je l'ai senti derrière moi comme s'il me livrait un message en me disant, je vais te protéger. C'est des sensations, des expériences qu'on peut vivre qui peuvent parler de réincarnation. Je continue. L'âme serait-elle ici, sur Terre, pour éliminer la boîte dont il est question dans le texte, pour faire pour faire prendre conscience que la Terre, c'est le paradis. Et que la Terre, c'est tout l'univers. Que la Terre, c'est une représentation. Sur le plan de la conscience, on pourrait considérer que ce paradis, ce miracle-là auquel on assiste quand on regarde la nature, moi je regarde, devant moi en ce moment, il y a des immenses montagnes, des Alpes, que ça, c'est la représentation de l'univers, de la conscience de tout. Et peut-être que l'âme, qui est associée à un corps, est là pour faire prendre conscience de ça et que le cycle continuel auquel on assiste, c'est un peu comme les saisons dans la nature où il y a de nouveau un printemps où on voit les choses, on comprend les choses et ensuite on les oublie.
on les incube dans l'hiver de notre vie, de l'existence de l'humanité, puis ils ressurgissent après. Je trouve que c'est un bon thème, puis une bonne conclusion à la veille du jour de l'an. Alors, je vous dis, comme à mon habitude, merci. Merci d'exister. Merci de faire partie de ma vie. Merci de m'écouter. Bien humblement, je vous dis ça. J'ai ce privilège-là, ce qui donne un sens à ce que je fais, qui me fait me sentir utile. Et puis, bien, à bientôt.